Bonjour à tous. Donc écoutez, merci d'être si nombreux pour découvrir, pour certains d'entre vous, les infrastructures de recherche et leurs liens avec le monde de l'industrie. Donc je suis Arnaud Le Cerveau, je travaille au ministère de la Recherche et de l'Innovation et donc je suis en charge du lien entre industrie et infrastructure de recherche. Alors pourquoi il y a cette image de Galilée avec sa lunette? C'est surtout pour la lunette. On oublie souvent que les chercheurs, sans moyens instrumentaux, ils pourraient, pour la plupart, ne pas réaliser leurs recherches. Et donc, Galilée était aussi un extraordinaire technologue, je dirais, pour réaliser ces lunettes. Et les lunettes, aujourd'hui, sont devenues les grandes infrastructures de recherche que vous allez voir rapidement. Et vous allez voir qu'on ne fait pas que de la recherche, on travaille avec ces fantastiques instruments de pointe, aussi avec l'industrie, pour les aider à améliorer leur process ou faire des nouvelles technologies. Alors, très rapidement, une infrastructure de recherche, donc ce sont de grands moyens de recherche. Ça peut être historiquement des grands moyens essentiellement de physique, comme le CERN par exemple, un accélérateur de particules. Ça peut être également des grands moyens pour l'astrophysique. J'ai parlé de la lunette de Galilée, mais voilà, il y a aujourd'hui des très grands télescopes au Chili ou un peu partout sur la Terre. Demain, peut-être sur la Lune, c'est un projet qui est envisagé. Et ces infrastructures de recherche se sont étendues en fait à énormément de domaines. En biologie santé, vous avez des réseaux de plateformes en France et en Europe qui sont constitués pour réaliser une infrastructure de recherche. Même chose dans le domaine de l'environnement. Et dans beaucoup d'autres secteurs, vous avez la flotte océanique française, par exemple, qui est une infrastructure de recherche. Il faut savoir qu'en France, on a une centaine d'infrastructures nationales de recherche, dont près de la moitié sont en fait membres d'une infrastructure beaucoup plus large au niveau européen, donc membres d'une infrastructure européenne. Voilà, au niveau des secteurs, je ne vais pas tous les lister, mais vous voyez que c'est très varié. Il y a de l'astronomie, l'astrophysique, sciences de l'ingénierie, biologie, santé, environnement. Vous avez des SHS aussi, vous avez de l'énergie. Et il y en a plusieurs, il y en a une dizaine ou une douzaine qui sont présentes, qui ont des stands aujourd'hui dans les rendez-vous Carnot. Alors, les infrastructures de recherche, en termes de business, ça fait partie d'un secteur plus gros qui s'appelle Big Science, donc la grande science, dans lequel est inclus aujourd'hui aussi tout ce qui est spatial. Et vous voyez un peu les chiffres sur la partie droite, sont des estimations. On est autour d'1 milliard en termes de budget en France, en prenant divers paramètres. On est au moins à 10 milliards au niveau de l'Europe. Et puis on estime au moins à 40 milliards ce marché au niveau annuel, au niveau mondial. Avec la compétition États-Unis-Chine qui se développe, c'est aussi une compétition dans ce domaine-là. Et donc, je pense que les 40 milliards, on va largement les dépasser. Alors, première chose à savoir, c'est qu'on a constitué en France, et je suis l'animateur d'un réseau d'une dizaine de personnes, donc des chargés de liaison industrielle, qui sont là auprès des très grandes infrastructures de recherche internationales pour aider les industriels français à remporter les appels d'offres de ces infrastructures. Donc vous voyez la liste ici, je ne vais pas la passer, mais vous voyez qu'il y a des très gros instruments comme ITER dans la fusion, vous avez le CERN. Ce sont des organismes qui dépensent des centaines de millions d'euros tous les ans. Donc ils font des appels au niveau des industriels. Le réseau des chargés de liaison industrielle sont là pour aider les industriels français à répondre à ces appels. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je précise que pour les labos Carnot, les pôles de compétitivité et tout ça, ça peut nous intéresser parce que parfois ce sont des instruments qui sont tellement pointus technologiquement qu'il est important en amont, avant de répondre à l'appel, de faire de la recherche. Donc vous voyez que les deux mondes sont liés. Alors là, je vais passer rapidement maintenant sur un autre volet, non pas la réponse des industriels pour fournir des technologies pour les infrastructures de recherche, mais cette fois-ci, en quoi les infrastructures de recherche peuvent aider les industriels dans leur propre recherche. Donc là, je vais passer rapidement sur différents exemples, avant de passer ensuite la parole à des gens qui vont vous montrer des cas concrets de collaboration entre infrastructures et industrie. Donc là, je commence par l'infrastructure GENSI, qui est une infrastructure de calculateur en France, qui a développé le réseau SIMCO, qui permet en fait à des PME de travailler et d'aborder le monde de la simulation numérique.
Donc SimCO, ça permet d'adresser des problématiques, comme vous l'avez compris, de simulation, mais plus largement d'intelligence artificielle ou d'IoT. Et la question, c'est une PME qui a ce type de besoin, mais qui n'a pas, parce qu'elle est par exemple de taille petite, accès à des très grands moyens de calcul, elle peut s'adresser à ce projet pour pouvoir aborder ce domaine et développer de la simulation. Alors un autre réseau, infrastructure de recherche au niveau mathématique, c'est AMIES. Je ne sais pas si Magali est dans la salle. Si tu peux vous lever, pardon. Voilà, donc Magali, est-ce que vous voulez dire 2 mots sur... Juste 2 mots. Juste 2 mots. AMIES, c'est l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société. Donc on est une structure du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes et de l'INRIA. Notre rôle, c'est de mettre en lien les entreprises qui ont des problématiques mathématiques. Donc ça peut aller de la simulation, de l'optimisation, de la crypto, tout domaine mathématique. On met en lien les entreprises avec des mathématiciens par plusieurs programmes. Donc là, il y a quelques informations présentes ici. Ça peut être des moyens financiers. On peut cofinancer des projets. On peut mettre en lien aussi des doctorants en mathématiques pour répondre à des problématiques en entreprise. Voilà. Donc on est vraiment axé sur la relation entre mathématiciens et entreprises. Mais si vous avez besoin d'informations, j'ai un stand. Magali est là, et elle a un stand AMIES au rendez-vous Carnot. Merci Magali. Donc une fois que vous avez travaillé avec Magali, vous pourrez ensuite voir Gensi pour faire vos simulations sur les grands calculateurs français. Je signale aussi toujours dans cet ordre d'idées comment des infras peuvent bosser avec les industriels et les PME. Vous avez le programme TAMATA qui est lancé par l'ESRF, qui est un synchrotron qui permet donc aux PME d'accéder aussi et de faciliter l'accès à ces lignes de lumière. Hein. Donc c'est du rayon X très puissant pour analyser divers matériaux. Et donc c'est un projet qui peut concerner le SRF, mais qui peut concerner aussi tout un réseau de lignes de lumière au niveau européen. Donc je vous le signale. Si vous avez des questions, je dois passer très vite, mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour creuser un des points que je présente. Et là, je vais passer la parole à Monsieur Sauvage pour 2 slides. Merci bien. Donc Stéphane Sauvage, je suis professeur de l'Institut Mines Télécom et je dirige l'infrastructure Actrice France. Donc c'est une infrastructure du domaine de l'atmosphère, donc de l'environnement en particulier, qui a pour but de travailler sur la variabilité 4D des composants de l'atmosphère. Donc sur la colonne atmosphérique, on va regarder comment évoluent des composantes à courte durée de vie, l'aérosol, les nuages, les gaz traces réactifs. Donc le but, c'est de travailler sur des problématiques de santé, mais aussi sur l'interaction entre le climat, l'environnement et les écosystèmes. C'est 22 pays, donc là je parle de l'infrastructure européenne. Arnaud le citait, effectivement des infrastructures peuvent être impliquées dans des infrastructures de plus grande dimension au niveau européen. C'est le cas pour Actrice, donc, qui est en train de créer un ERIC, donc avec un statut juridique d'infrastructure européenne. Et donc cette infrastructure regroupe à peu près 22 pays avec une centaine d'organisations, de laboratoires d'excellence dans le domaine de l'atmosphère. Et en miroir de ça, au niveau français, a été structuré Actrice France, qui est un consortium de 23 organismes avec le CEA, le CNES, Météo France, l'école polytechnique, etc. Donc, on est structuré en différentes composantes, donc des composantes qui sont des centres thématiques, donc des laboratoires de recherche qui vont avoir vocation à développer des méthodes et à assurer la qualité d'observation, à avoir une veille technologique et scientifique. Et ensuite, des plateformes d'observation. Des plateformes d'observation sont des sites instrumentés en altitude ou parfois des plateformes mobiles, mais également des plateformes d'exploration, une chambre de simulation pour faire une chambre de simulation de 9 mètres cubes, une autre de 1 mètre cube pour faire des expérimentations en conditions simulées. Et puis un data center dans lequel on va trouver un ensemble de données et de codes éventuellement pour travailler sur les données. Donc en quoi tout ça est intéressant par
rapport à des liens avec le secteur privé, dans les deux sens, à la fois dans ce que peut apporter l'infrastructure au secteur privé, en termes de plateforme d'essai, de tests de performance, de développement, les chambres de simulation pour tester des microcapteurs par exemple, ou pour tester une instrumentation, ou également de fournir de la donnée, pour digérer cette donnée, pour travailler sur la donnée. Donc c'est un ensemble d'éléments intéressants dans ce sens-là. Mais également, le secteur privé est intéressant pour les infrastructures, pour développer des nouvelles méthodes, par exemple sur l'optique, sur de nouvelles instrumentations, sur des codes de calcul, sur de l'intelligence artificielle pour aider à travailler sur l'évolution, encore une fois, de cette composante 4D de l'atmosphère. Donc c'est en ce sens que l'infrastructure est intéressante. Et on a des calls, enfin des appels à projets actuellement en cours d'accès à nos plateformes. Il y en a un d'ouvert actuellement pour justement favoriser cette synergie. Merci beaucoup. Merci Stéphane. On va passer maintenant à des exemples concrets de réalisation réussie, de partenariat. Et on va commencer par Néotech et Ifremer. Donc, vous aurez à changer là Bonjour, alors on va présenter ça à quatre mains avec Johan Lebeller, en fait, de Néotech. Moi, je suis Michel Repéco, de l'Institut Carnot-Mer, donc qui regroupe l'Ifremer et Centrale Nantes. Donc à l'origine, en fait, il y a une problématique scientifique, c'est la spatialisation d'une mesure, en particulier l'oxygène dissous, proche du fond, dans une zone qui est soumise à l'eutrophisation, qui est bien connue, qui est la baie de Vilaine. Et la baie de Vilaine est en particulier un sujet d'étude pour l'Institut de recherche, l'infrastructure de recherche ILICO, qui gère au travers du système national d'observation le point, la bouée Molite, qui est positionné au milieu de la baie de Vilaine pour mesurer les caractères physico-chimiques de l'eau de mer, fond et surface. La difficulté, c'est qu'en fait, c'est un seul point de mesure. Donc, en fait, quand on veut avoir une spatialisation de la mesure de l'oxygène, il nous fallait trouver un autre instrument. Donc, on a bénéficié en fait d'une conjonction d'un petit peu de financement de côté de ILICO, avec un complément dans le cadre du contrat de plan État-région ROEC en 2016, pour 2016-2021, ce qui nous a permis donc d'avoir le lien, la conjonction de la question scientifique et du budget. Et donc, en fait, on a repris une idée d'un scientifique, Pascal Lazure, qui a fait un système, qui avait l'idée d'un système qui s'appelle Mastodon, comme Mapping of Seabed Temperature and Observation Downwelling. Et donc, on a repris ça, son idée, et on a élaboré un cahier des charges scientifiques et techniques. Donc, il fallait un système, donc spatialisation égale, il fallait un faible coût, donc des systèmes à petit dimensionnement. Un système autonome, une fois qu'il était en fonctionnement, il fallait qu'il puisse enregistrer, mesurer et stocker sa donnée. Un système pour limiter le coût qui soit facilement déployable, typiquement par des personnes sur des embarcations légères comme des Zodiacs. Et ce système, il sera posé sur le fond, donc il coulera. Et on s'est limité au plateau continental parce que la problématique s'arrêtera là. Et donc sans lien fond-surface, de façon à limiter la curiosité des pêcheurs et touristes qui relèvent chaque fois qu'ils voient un flotteur qui se balade à la surface de l'eau. Donc voilà, donc suite à notre problématique scientifique. Oui, donc suite à cela, en fait, donc la société Néotech a traduit le besoin du scientifique par un cahier des charges. Et on a déterminé en fait plusieurs axes. Donc pour répondre à la question du scientifique, on a défini une structure. Support lest en fait de taille minimum, taille et poids. Le poids parce que le système en fait est mis à l'eau par un seul individu, et petite taille parce que cette mise à l'eau en fait est faite depuis une embarcation légère. Donc un lien entre le fond et la surface simple. Donc la structure au fond reliée en surface par le flotteur. Le flotteur, alors donc pour le flotteur, on est parti sur un produit qui existait, une pièce sur étagère. On n'est pas parti sur un développement d'un flotteur pour des raisons de coût. Une électronique embarquée minimaliste, alimentée avec des piles alcalines. Les fonctions, c'est la programmation et le déclenchement d'un système de largage. On appelle ça le burn wire. Donc le burn wire, en fait, c'est une cartouche avec un fil qui, lorsqu'on l'alimente, il y a une électrolyse et ça permet de libérer le flotteur. Un capteur de pression et température
Donc ça, c'était le besoin initial, mais qui a été abandonné assez vite parce que une option secondaire. Voilà. Celui-là, le 3. Je vais y arriver. OK. Donc suite à cela, en fait, le principe de développement. Donc là-dessus, on a partagé en fait la vision du scientifique avec la vision industrielle en intégrant les contraintes industrielles. Donc il y a eu des propositions techniques qui ont été faites à travers en fait un design en 3D. Donc on a partagé les avantages, les inconvénients, les envies. Il y a eu des compromis par rapport au coût du système. Donc sur le cercle de vie en fait du développement, en haut à droite, on est parti d'un premier concept à base d'un lest, d'un flotteur et d'une enceinte pour finir en fait à un produit final qui est le produit qui est au centre de l'image. Donc l'aboutissement de cela, ça a été la fabrication de plusieurs prototypes. Un premier prototype, puis un deuxième, suivi en fait d'une pré-série pour aboutir en fait à un produit final qui est mature, fiable et robuste. Donc au niveau du cheminement de la conception, donc on a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une conception, une modélisation en 3D, en CAO. On a intégré en amont et après la fabrication des différents prototypes et têtes de série, en fait, on a intégré les contraintes industrielles d'assemblage, de coûts. L'évolution du prototype a été faite au fur et à mesure après des essais en laboratoire, où on a fait des tests en pression, des tests en bassin, où là on a pu tester la robustesse et l'évolution de la matière dans son milieu naturel qui est l'eau de mer. Des essais in situ faits par l'Ifremer à l'Ifremer pour pouvoir vérifier et valider en fait le comportement du système quand il est mis à l'eau, le comportement du système quand il remonte en surface, et également la manipulation. Il y a eu des campagnes en fait en baie de Vilaine qui nous ont permis en fait un retour d'expérience du terrain. Donc une première campagne en été 2020 et une deuxième campagne en été 2021. Et donc ce cycle en V en fait du développement a permis à partir du prototype jusqu'au produit final à faire évoluer le système. Donc le mastodon aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une structure mécanique où est intégré en fait un touret avec un lien qui relie la structure du fond avec le flotteur, un sous-ensemble flotteur, enceinte étanche et le burnwire, donc qui est le système qui déclenche, une électronique embarquée dedans, un capot qui permet de protéger l'intérieur du système pour éviter que des algues viennent perturber le burnwire ou qui évite que le touret se libère pas. Donc c'est un système qui fait 48 cm de diamètre pour 62 cm de haut. Il fait 25 kg dans l'air, donc utilisable par une personne, et dans l'eau il fait 8 kg, et c'est un système qui va jusqu'à 100 mètres de profondeur. Ouais, pour finir rapidement, en fait, j'ai quelques résultats de la campagne 2021. Donc on voit la carte du centre, on voit le point de l'infrastructure hélico, qui est le tout petit point vert au centre. Les points jaunes, ce sont la spatialisation avec les mastodons qui sont sur la gauche et qui sont stockés à droite sur le bateau, la mise à l'eau. Et les courbes rouges et bleues, ce sont les courbes de l'oxygène. On voit bien qu'il y a une... c'est tous les 15 jours, en gros, tous les mortaux vivent l'alternance. On change de capteur, donc on voit qu'il y a une continuité. La haute fréquence, c'est les alternances marée haute, marée basse, et puis les variations plutôt basse fréquence, en fait, ce sont les périodes où il y a des hypoxies. Cette année, il y a eu l'été breton a été un peu pluvieux, donc en fait, on n'a pas eu de véritable hypoxie, donc c'était plutôt bien pour la faune qui vit au fond. En conclusion, en fait, c'est pas toujours le cas que quand on a une problématique scientifique, qu'on arrive à un produit industriel sur un si
court laps de temps. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très compliqué comme système, cependant, il fallait arriver à quelque chose de concret, on l'a fait. Et on l'a fait parce qu'il y a eu à la fois la conjonction du financement dans le cadre de l'IDICO et du CPR, et puis aussi la demande scientifique. Ce n'est pas toujours le cas qu'on arrive à faire la synchronisation des deux, et on a abouti à... Aujourd'hui, en fait, Neotech donc propose en fait le mastodonte sur catalogue, sur étagère, avec des variantes de capteurs d'oxygène dissous ou de capteurs de turbidité en fonction de la position horizontale, verticale, le diamètre du capteur et la position à l'intérieur du système. Ce produit sur étagère, on est déjà en train de réfléchir à une évolution, à des améliorations par rapport à de nouvelles problématiques et dans une démarche éco-responsable, remplacer en fait le burn-by-wire par un système de largage mécanique qui peut être réutilisé. Ouais, comme juste 2 mots pour finir, les scientifiques et monsieur et madame, c'est toujours des monsieur et madame plus qui veulent toujours plus, donc pour ça qu'on est toujours dans une nouvelle innovation, donc nouveau financement par les infrastructures de recherche en particulier. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Donc un bel exemple de développement industriel qui a servi aux infrastructures et qui aujourd'hui, j'espère demain, vendu dans le monde entier. Je passe la parole à Total qui travaille avec Infranalytics. Donc vous changez là. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc moi je suis Simon Pondaven. Je suis chef de service au centre de recherche de la branche Fuel and Lubricants de Total Energy, donc qui est situé juste au sud de Lyon, à Solèze, à côté de l'IFP, pour ceux qui situent. Donc c'est l'un des 5, voire même des 6 centres de recherche donc, du groupe Total Energy. Et donc aujourd'hui, en quelques minutes, je vais vous parler un petit peu de notre relation qu'on a maintenant depuis quelques années avec les plateformes. Alors à l'origine, IRRMN, IR-Renard, FTICR, et donc demain, en 2022, avec l'infrastructure Infranalytics. Donc la façon chez Total Energy qu'on voit la relation entre Infranalytics et nos activités de R&D est la suivante. C'est extrêmement complémentaire. Dans mon laboratoire, notre cœur de métier, c'est la caractérisation structurale de produits et de matériaux. Et dans notre service, on a à disposition, on est des chimistes et des chimistes analytiques, et on a à disposition aussi bien des techniques de résonance magnétique au sens large, liquide, solide, et des techniques de résonance paramagnétique électronique, et des techniques de spectrométrie de masse haute résolution. Et donc le grand intérêt pour nous avec Infranalytics, c'est de pouvoir compléter nos compétences et compléter nos appareils avec les appareils de haute technologie qu'a mentionné Arnaud tout à l'heure et dont nous ne possédons pas encore en interne. Et donc, le positionnement est le suivant. On a un certain nombre de laboratoires communs, donc l'IC2MC en ce qui concerne la spectrométrie de masse haute résolution, le CR2ME qui est tout nouveau, qui va voir le jour en 2022 pour la résonance paramagnétique électronique. Et donc, ces laboratoires communs-là, chez Total Energy, hébergent les collaborations académiques, donc de type postdoc, thèse, etc. Et donc Infranalytics vient se positionner en levier pour nous permettre de réaliser des POC, des tests exploratoires, qui viennent ensuite justifier auprès de la direction le développement et la création de nouvelles collaborations académiques qui viennent alimenter les laboratoires communs. Donc il y a vraiment un levier, et Infranalytics pour nous est une rampe de lancement à des nouvelles collaborations académiques pour le futur. Donc ça, c'est extrêmement important. On collabore avec ces plateformes depuis à peu près maintenant 3-4 ans. L'ensemble des R&D Line et l'ensemble des branches de Total Energy y participent. Et donc, la compagnie Total Energy sera extrêmement contente en 2022 de pouvoir contractualiser avec Infranalytics. 2 exemples un peu techniques pour vous montrer un petit peu. Alors, l'un des gros avantages aussi de cette plateforme, c'est l'aspect matériaux. C'est vrai que historiquement, la compagnie Total Energy a un parc analytique qui est plutôt orienté vers la caractérisation des matériaux complexes liquides. Et donc, de plus en plus, on s'oriente vers la caractérisation de matériaux solides comme les batteries avec notre filiale SAFT, les panneaux photovoltaïques et, par exemple, le captage et la réduction du CO2. Et donc, cette plateforme nous permet,
pour le moment de diversifier notre parc analytique avec l'accès à des appareils qui sont plutôt orientés vers la caractérisation des matériaux. Donc là, vous avez un exemple. Donc, à gauche, vous avez des spectres RPE, donc résonance paramagnétique électronique qu'on a fait en interne sur des courroies de transmission qu'on a réalisées donc, avec un partenaire, un constructeur automobile. Donc la problématique était la suivante. Il y avait de façon anormale des courroies de transmission qui se cassaient lors du fonctionnement du moteur. Et donc le constructeur automobile, avec Total Energy, a essayé de comprendre un petit peu l'origine de ce phénomène. Et donc en interne, on a réalisé tout un tas d'analyses donc en résonance paramagnétique électronique qui ont montré effectivement, quand on comparait les spectres qu'on obtenait avec des courroies neuves, des courroies usées et des courroies qui étaient cassées, on a mis en évidence un certain nombre de différences au niveau de la structure de ce matériau. Et ensuite, c'est à peu près, on s'est arrêté là en interne, et grâce à Infra-Analytics et à l'époque à l'infrastructure Renard et le laboratoire du LASIR, on a pu aller plus loin dans la compréhension de ces phénomènes, et on a réalisé de l'imagerie RPE, que nous n'avons pas à l'heure actuelle en interne au niveau de la compagnie. Et donc c'est les images que vous avez à droite, où quand on compare les images qu'on obtient sur une courroie de transmission neuve, une courroie usée et une courroie usée qui a cédé, vous voyez qu'on a une migration des espèces radicalaires au cours du fonctionnement, et qu'effectivement, on se rend compte qu'on a des radicaux qui se retrouvent plutôt à l'interface entre la dent et le dos de la courroie, et c'est exactement ici, lorsque la partie métallique vient frapper la courroie, qu'on avait la cassure qui se produisait, qui entraînait des casses moteurs. Donc là, c'était extrêmement intéressant, et avec le partenaire automobile, on a pu, grâce à Infra-Analytics, aller vraiment plus loin dans la compréhension, et au-delà de l'aspect structural global qu'on a obtenu en onde continue, on a pu obtenir une imagerie qui montrait un petit peu la distribution et la répartition de ces points de fragilité au niveau du matériau solide. Donc voilà un exemple d'application pour nous. Et le deuxième, c'est un exemple en résonance magnétique nucléaire solide qui a été fait avec le CRMN ici à Villeurbanne. Donc l'objectif, c'était d'essayer de mieux comprendre les polyaromatiques qu'on appelle les asphaltènes, qui sont des composés intrinsèquement présents au niveau du brut et aussi des routes, et sont des composés qui posent un certain nombre de problèmes dans la durabilité, notamment au niveau de la durabilité des routes. Et donc il est important pour la compagnie Total Energy d'essayer de comprendre la structure de ces matériaux, et surtout leur structure, on va dire, macroscopique. Et donc on a réalisé avec le CRMN un certain nombre d'analyses en très haute résolution, puisqu'il s'agit de 18,8 Tesla, et à très haute vitesse. Donc encore une fois, des moyens que nous n'avons pas en interne, pour identifier un certain nombre de corrélations, entre les différentes molécules d'asphaltène qui ont permis d'alimenter les modèles de compréhension. Il faut savoir que cet exemple-là, comme le précédent, il y a une batterie de techniques analytiques qui sont réalisées, ça c'en est une, et ça nous a permis d'alimenter, de rentrer les données RMN qui ont été acquis grâce à Infra-Analytics, et d'alimenter les modèles pour mieux prédire et mieux anticiper le vieillissement des routes. Il faut savoir que les routes aujourd'hui, lorsqu'on en fait une nouvelle, on est obligé de recycler systématiquement, d'incorporer du bitume ancien. Et donc pour nous, c'est extrêmement important d'avoir ces données pour améliorer la compréhension au niveau de la durabilité. Voilà les deux exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc on va terminer avec l'exemple de Nikon et France Bioimaging. Donc vous avez vu qu'ici, on utilise le côté exceptionnel en termes de mesure des infrastructures de recherche et au plus haut niveau pour les besoins industriels. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Alain Angel, le directeur général de Nikon Healthcare pour la France et le Benelux. Et puis Vincent. Je suis ingénieur de recherche au CNRS de l'Institut Curie, UMR 144. Alors on va accélérer, je vais passer assez vite sur la partie Nikon que beaucoup d'entre vous connaissent. Simplement pour dire que c'est quand même une grosse structure avec une unité de recherche et développement qui est quand même très importante. C'est 5 milliards de chiffre d'affaires et 10% à peu près d'investissement en termes de recherche et développement à travers le monde. 4 grands pôles au sein de Nikon. La partie imaging, photo, vous connaissez, qui est en train évidemment de décroître. La partie précision qui concerne toutes les innovations
dans tous les domaines. Et puis une partie dont on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, c'est l'industrie avec les semi-conducteurs, par exemple. Sur la partie healthcare, c'est probablement aujourd'hui la partie sur laquelle le groupe mise le plus pour demain. C'est aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires du groupe, mais ça fait partie des plus forts investissements du groupe. En ce qui concerne la R&D et le healthcare, il y a 3 pôles, la microscopie, les cellules souches et puis l'ophtalmologie. Et c'est à partir de la microscopie justement qu'on a développé les Nikon Imaging Center. Et donc il y en a 9 à travers le monde, et puis un particulier dont on va vous parler aujourd'hui, qui est celui de Curie. Alors le but, je suis juste, parce que ça c'est le plus important, donc les 4 missions par rapport à ce que l'on cherche à travers ces centres et ces partenariats, c'est d'abord favoriser évidemment la recherche biomédicale, de donner aussi l'accès à différents chercheurs aux dernières technologies. C'est de stimuler et de développer l'innovation technologique. Alors ça passe à travers des partenariats comme celui-ci, et puis à travers aussi des recherches de start-up dans lesquelles on prend parfois des participations. Et puis c'est aussi centraliser et aider à la diffusion en fait des documentations et des travaux scientifiques. Et puis c'est aussi beaucoup de formation, notamment pour les jeunes chercheurs. Donc je vais laisser la parole à Vincent qui va vous parler un peu plus du centre. Merci. Donc finalement, Nikon est venu nous voir en 2007. Ils avaient un projet de s'installer en France. Donc c'est un projet quand même de 4,5 millions d'euros qui a impliqué le CNRS, Nikon et bien sûr aussi l'Institut Curie avec l'Institut Carnot Curie Cancer. Donc là, je représente France Bioimaging. Donc il y avait un stand avec Jean. Je vous invite à y aller. Donc le Nikon est l'une des 18 plateformes constitutives de cette infrastructure en biologie santé. Donc l'idée au départ de Nikon était de venir nous voir pour avoir une expertise en imagerie photonique et aussi avoir une grande diversité dans les thématiques de recherche. Donc ils sont venus à l'Institut Curie parce que nous sommes à peu près 1000 chercheurs. Vous voyez, il y a 12 unités de recherche, 86 équipes. Il y a presque 600 thésards et postdocs, avec une grande diversité de thématiques allant de la souris. Donc ça, pour la microscopie, c'était aussi intéressant. On utilisait des machines spécifiques pour observer du centimètre jusqu'à observer du micron. Donc voilà, nous avons à peu près en 2020 presque 500 utilisateurs, à la fois académiques aussi industriels. Ça, c'est vraiment important pour nous aussi d'avoir autre chose, et c'est vraiment aussi des challenges pour des plateformes. Donc, le Nikon Center, c'est un partenariat académique et vraiment un partenariat avec du long terme. C'est plus de 200 publications depuis 2007 et ça met à disposition pour l'ensemble de la communauté tous les développements Nikon, donc essentiellement des microscopes photoniques. Donc ce que vous avez vraiment la photo, vous voyez à gauche, l'ensemble des microscopes, mais aussi on parle aussi de traitement d'analyse d'images qui est très important, le stockage d'images également, donc la partie de droite où on est également impliqué avec Nikon dans le développement de leur logiciel. Juste un petit exemple. Là, on travaille par exemple sur deux types. C'est une machine qui vient d'arriver sur des prototypes, un genre de robot qui va chercher dans des incubateurs, qui lit des plaques. Vous voyez, on peut passer plus de 7000 échantillons en même temps, et après, il va remplacer pas mal de personnes. Il va gérer tout seul. Il va chercher des plaques. Vous voyez, il la pose automatiquement sur un microscope, et après, l'analyse est faite en temps réel par des logiciels, également par l'intelligence artificielle derrière. Également, le Nikon Center, c'est aussi de relever des challenges au niveau des biologistes. Là, je vous montre juste un exemple. On avait au départ l'idée d'aller imager une coupe de cerveau assez grosse. C'est un cerveau humain, vous voyez, qui fait une coupe là, qui fait 11 mm, donc 1 cm. Mais ce qu'on voulait voir, c'est voir chaque cellule verte, vous voyez, à l'intérieur. C'est un peu un challenge. Donc, on a fait un peu comme on fait avec les satellites, faire des centaines d'images avec ce microscope et après les reconstruire avec les logiciels. Donc là, c'est exactement ce qu'on peut faire avec un Google Earth. Vous pouvez zoomer. Je reprends dans une petite zone, je peux rezoomer et ainsi de suite jusqu'à aller voir chaque neurone et voir vraiment à l'intérieur. Voilà, ça c'était un challenge qui avait été relevé par Nikon il y a quelques temps. Également, nous sommes impliqués au niveau du traitement d'analyse d'images et également, ça c'est vraiment très important dans l'intelligence artificielle. Là, j'ai quelqu'un de mon équipe, Anne-Sophie, qui est très impliquée dans le développement de Nikon, et notamment avec la Simone Lippert de Nikon Neuron. Et ça, c'est vraiment un peu l'avenir nous concernant au niveau du traitement d'analyse d'images. Juste pour vous montrer aussi, le Nikon Center, c'est aussi un soutien sans faille pour notre R&D. On a plein d'étudiants au départ, je vous en reparlerai juste après, mais aussi on a développé avec des chercheurs
plusieurs prototypes qui ont abouti, comme cet exemple de photoperturbation laser, qui a un brevet entre le CNRS et Curie. Ça a vraiment été un succès. Ce système est par exemple distribué maintenant par Gattaca Systems. Je passe aussi un soutien du Nikon Center pour les jeunes startups. On a eu beaucoup d'étudiants qui ont voulu développer leur propre entreprise. Là, je donne juste un exemple avec Cryo Capsule qui a développé une petite chambre qui peut faire à la fois de la microscopie photonique et l'électronique. Ça n'aurait pas été possible sans le soutien de Nikon. Également, le Nikon Center, ça nous a permis d'attirer énormément d'autres partenaires. Parce que Nikon, c'est des microscopes, mais le microscope est par exemple posé sur une table, vous voyez. Donc voilà, on a trouvé énormément de partenaires grâce au Nikon Center. Et également, ça permet d'augmenter notre visibilité. Nous avons la labellisation Ibiza. Également, nous sommes, je le dis, membres de France Bioimaging, très important. Et ça nous a permis de rebondir au niveau européen, au niveau international. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc ça conclut notre présentation du lien entre infrastructure et industrie. Merci à tous. Vous avez vu différents exemples. On n'aura pas le temps malheureusement de prendre des questions, mais les gens sont dans la salle. On pourra prendre, si vous voulez, des questions et discuter à l'extérieur de la salle puisqu'il y a une autre séance qui démarre. Sinon, les personnes sont également présentes sur les stands aujourd'hui et demain. Donc merci à tous.